Je vais donc vous lire maintenant des arbres et après je dirai quelques mots sur Velimir Klebnikov, poète russe, enfin de langue russe, et je lirai quelques-uns de ses poèmes, en russe et en français. Donc maintenant des arbres. Je ne sais pas d'autre bombe qu'un livre. Stéphane Mallarmé. Elle a explosé, buée, salam, rosée du vocable gommé, salam, sholem, aleikum, sholem, aleichem, oiseau yiddish surgit de la steppe khazare. J'écoute les tziganes des étoiles. Ils parlent la vieille langue d'Outram, toutes langues en perdition, douleur perdue dans les méandres de son utérus, de son cerveau, de son caveau, sous un vent de fleurs, cyprès bleu de Tolède, dans le crâne, bougie sous la laine de Dieu. La femme n'était pas son passé, pas son avenir, pas son présent. Tu n'as pas d'article, femme, il avait disparu. Peut-être restait-il une âme avant l'ascension qui la transformera en spectre. Le 7 novembre 1923, le jour de la défunte révolution des automnes, l'avion Pravda a survolé la place rouge. Une vérité de ferraille planait sur le Kremlin. In secula seculorum. Main blanche comme le linge des cadavres, posée sur le fauteuil roulant du siècle. Deux trous noirs, unique pensée paralysée par l'explosion de toute pénultième. Aujourd'hui, de ce cerveau plié et replié, il ne reste que les feuillets des livres et des pensées secrètes, cadenassées in secula. Ainsi, tous ont rêvé de l'immortalité, oublieux de l'éternité, cette chaîne de Taylor de la peste. Et il y eut ce vent nommé Marinada, soit trop tôt pour la mer. Et d'aucun secours Baudelaire, et d'aucun non plus Artaud de Marseille, ni Gorky de Nijni, d'aucun secours, ni à moi, ni à toi, couché en limite des draps. Depuis que le ciel est au pouvoir du chouka extraordinaire et du pourri universel. Littoral, ligne où se rencontrent ondes et poussières de sable, serpents troubles séparant vie et mort. Tous sommes sortis de la mer, des lettres de la mer de Gogol, de l'humide, de la langue, d'une étoile, des mots, de Kholin, d'Astrakhan, du Kalmouk, du Tabassaram, des trous de la lignée des femmes, des matrices, car, en certains royaumes pulvérulents, la langue est le membre féminin de la communauté des vocables. Ainsi, nous, sortis de la mer, volons comme des poissons dans le son, sortis de la mer, de la mort, comme d'une ruche marine. Des copeaux d'hirondelles volent, ballent dans la faim de l'esprit serait-ce du corps, on en tire des stuken, des bûches, des candavars barbelés, je veux dire des cadavres, des crânes en argile calcinée, d'enfants, d'hommes, de femmes, dans les surfaces, dans le non-temporel, nous sommes là à regarder ces chantons grossiers, ces ondines des mers, afghanes, iraniennes, chinoises, de biais, moissons de corps puants, comme comètes taraudant l'univers. Nous, qu'allons-nous faire, hommes de pinceaux et de plumes? Nous sommes ainsi, nous nagerons à rebours, ni anges, ni démons, au tréfonds, non dans la mer en saumon blême, dans la terre des os, debout, en dépit d'eux. Nos corps dessinent dans l'air tantôt un oiseau, tantôt un poisson,
miracle quotidien de la mue des cocons, premier pas vers la réincarnation définitive. En tortue des sons éternels, cela hurlait tra, du, i, re. Moi, je n'arrive à tracer que des lignes de barbelés. Aujourd'hui, Gikson est entré dans la pièce, 6 surfaces rugueuses comme une langue. Il pouvait imaginer au plafond un ange. Il avait des cornes, celles-là même qui à Linares et Stocker, Amor Manolete. Il contemple, prise dans la sauce, la langue de bœuf dans son assiette, tout ce qui est encore la française, se disant, dirais-je un ou une aspirine, un médecin, une médecine, un professeur, une professeuse. Le journal a répondu, des E partout, comme pour conjurer le féminin sommeillant en chacun, chacune. Une chaconne siffle dessous le parquet, et il aimerait a boat to China, prendre un bateau pour la Chine, non y mourir, y retrouver les belles poètes, Li Qingzhao et Su Xiao Xiao, et sous lui la reine du palindrome, illisible comme le paradis, labyrinthe, d'où un sortit, alors qu'ici, il convient d'y entrer par le mot amoureux. Ce n'est plus possible, elles ont été transformées en Dazibao. Il disait, toujours, Li disait, toujours me souviendrai du soleil déclinant, du retour à soi comme un semblant de rêve, dans un lit de lotus, c'était une erreur. Les hérons paniqués fuient le ciel du poème. L'autre mit vent et pluie en éventail, un vent violent, un vin violent, un ou une dans la pénombre écarta le rideau. Toujours même, les fleurs des pommiers, des cerisiers, ne savaient pas que le carmin s'amenuisait, alors que le verre s'épaississait. Où est mon amoureux, bégayait-elle, les yeux sur le chemin. Dirais-je, en un chant, avait-elle dit le battement de cœur. J'étais dans un carrosse enluminé, mon amoureux sur un cheval bleu pâle. Où nouerons-nous le nœud de nos cœurs? Sous les pins et les cyprès du lac Xiling. Brouillon, brouillard, froissé, oublié. J'ai oublié le mot, avait-il dit, et il n'osa dire l'imprononçable. Ce jour, Paris 1949, sous le soleil d'Austerlitz, plus exactement sous la lumière brouillée de la gare d'Austerlitz. J'ai 7 ans. Je viens des fougères, des châtaigniers, des genévriers, des genêts. Toute la nature loin au loin de soi. La nouvelle vie m'attend, passer les quais. Des cris, une foule. Grève, grève, moi j'entends, crève. 1959, passer la frontière polonaise, dominant les rails une passerelle en bois, en lettres énormes sur fond rouge paronomase, paix au monde. Les gardes frontières vont, viennent, chiens, loups et mitraillettes. Ils préparent la guerre, j'y comprends rien, à ce mariage paix et mitraille. Peut-être ainsi se traduit en langue soviétique le latin si vis pacem parabellum. 1969, non, erreur dans le temps, 1967. Je travaille aux éditions du Progrès. Les ironiques disent regret. Et, quitter les lampes vertes de la bibliothèque Lénine, je sonne à la porte de Lily Brick. Je porte une redingote marron à la Beatle. Elle ouvre, Lily, pas la redingote. Et elle se trompe de siècle, Lily, qui s'écrie Eugène Onegin. Étrange, cette manie moscovite de me prendre pour un autre. L'autre jour, des petites vieilles en fichu, d'un blanc bienheureux, à ma vue, cheveux longs, barbus, en chœur ont chanté Jésus-Christ. Dans la cuisine de Lilia Yurevna Brick, Victor Sasnora et moi n'avons pas lu de vers. Nous n'avons fait que fumer pour effleurer les mots, à la vie, à la mort. Pendant ce temps, le contre-lire et les lierres de Léonide Plouche étaient traités chez les fous. 2005,
dans les ciels, vers la plus tendre ville des empires de Russie, où les corps des femmes flottent dans des habits invisibles, leurs beaux visages enveloppés de fleurs de cristal, vers là, je volais dans les ténèbres. Sous mes ailes, des constellations renversées, brûlaient, fleuves en croix. La jante Frédéric et moi nous promenions dans la verdure et lisions nos vers en français. À peine plus tard, casant à peine jour, nous buvons l'air humide à même la flasque, aiguille verte des mosquées sur blanc. Col Sharif, tout émeraude, n'agite plus ses ailes livres, près de la dernière reine, dont on ne voit que la tour abolie, dont le nom est Soyenbeka. Replongée sous le terrible Ivan, elle est en sang, comme cette maison en pierre à l'angle, toute de balcons de fer tarabisco qui virent doucement au vert. Trous des fenêtres vides dans la rouille du temps. Je ferme mes paupières. Une fragile maison de bois parmi les ruines. Vélimir Klemnikov y a vécu, non loin du blanc non euclidien de l'université que contemple désespérément la reine Soyenbeka avant la ruine des empires. Été 2007. Dans la ville renommée Pétersbourg, comme si le siège et le siècle de Leningrad n'avaient pas eu lieu, des échafaudages tombent le prolétariat ouzbek, sans un cri. Ça sent l'asphalte et la mort. Personne n'y prête attention. Tous foncent vers les espaces baltiques, de l'autre côté de l'égout, vers Helsingør. La ville de la Révolution s'est noyée, ne reviendra plus. Ce n'est ni Is, ni Kitej. 2010. En place des villes, tout en larmes se dressait l'unique ville en sens. Elle a disparu, calcinée. Un aigle dératé vole par-delà les monts vers l'océan. Je me suis profondément retiré dans le feuillage, dans la poussière de verre, dans la pénultième coupe à Koumis, dans le mythe qui s'emmuette. PS. Dans divers lieux de l'univers, j'ai vu des multitudes d'étoiles, vivantes et mortes. J'ai vu la neige. J'ai vu corneilles et choucas. J'ai vu les terres noires, couleur corbeau. Je n'ai pas vu Voronezh. Comme au milieu des ronces, pour Martine Brodin. Ce pourrait être un gué, la rue de toutes les blessures, dans l'éternité ouverte. Ce jour, le charbon de tes yeux, la mèche calcinée de ton cheveu, c'est le noir du retour. Tes lèvres de trop rouges gonflées, psalmodiant en travers le plus de chants des vers comme un négatif de l'âme. Il effacé, elle gommée, elle revenant dans le regard, cils mi-clos, lui absent, alors et maintenant. C'est pas de face devant ton visage délavé dans un sourire. J'ai oublié le mot que je voulais dire. Le mot de pourpre au milieu de l'épine. Ainsi, de presque rien, d'un souffle, de personne. Tes pétales au temps dispersés, comme le regret hébété d'avoir été béni d'entre les mots. À toi venait Narcisse et Lys Martagon, te napper d'une robe de haut gris, coudes déjetés, mains abandonnées, dans la fusion de la langue dont les cendres tissent tes cheveux. Galops seist du niemand, d'entre les mots, comme le regret hébété d'avoir été béni. Traduire, ou Habel, Habalim, Hakol, Habel. Vole un poisson solitaire, vole sur les ondes lumineuses, vole dans l'espace de la poitrine, vole dans la constellation à advenir. Et là, j'ai fait silence. Un futur antérieur d'aujourd'hui. Demain, dit-il, tu domèneras, tu passeras, tu futureras. Adviendras-tu, futureras-tu, comme la fleur de cerisier devant le samouraï,
avant de le ventre en croix se trancher, devant les arbres bercés de brume. Le fleuve charrie dans ses eaux jaunes des têtes. Je les vois flotter entre les branches, s'y arrêter. Serait-ce un bayou en ce jour, sans crocodile, sans séminole? J'ai appris par les ondes que furent inventées des armes à tétaniser, à éborgner, car certains, depuis 1919, ne cueillent plus les prunelles pour des eaux de vie stupéfiantes, mais les prunelles des yeux, en ce doux pays de nos amours, où des hommes sanglés de bleu aiment ces fruits explosifs qui ont nom grenade, car il faut bien que l'ordre règne. Comme on ne l'a pas porté dans la maison des vivants, comme une pierre, aujourd'hui, du corps caramélisé, plus rien ne s'envole. Les feuillets sont fanés, désuets livres d'études qui furent pour l'action. Ils ne reverdiront pas, ils ne sont pas la verge d'Aaron. Il y eut désastre. Pourtant, il est des noms propres, dans le ventre desquels dort un L. Lire et déployer l'éventail de Mallarmé, l'éternité par les astres de Blanqui ou le froment de Vélimir. Maintenant, encore et toujours, pourtant toujours et encore, pour ceux que j'aimerais vêtir de couleurs rouge, noire et de ce nom incluant l'azur, il nous faut, comme lui dans la poussière de ce qui fut, lumière et peste du siècle, ces noms, ces spectres stellaires des arbres. Je vais vous lire. Hein? Oui, micro. Je farfouille. J'avais préparé une longue introduction, donc je vais raccourcir parce que je pourrais parler des heures. Qui est donc Khelnitov? Il est né en 85, en octobre, le 28 octobre, et il est mort le 28 juin 1922. Qui est-il donc? Je répondrai, il est ce qu'il a étudié, ce qu'il a écrit en vers et en prose, à savoir, il le dit, bêtes, alphabet, nombre, humain, livre, saison, nuit à Astrakhan, nuit en Perse. En 1921, dans une lettre à Mayakovsky, il écrit ceci. « Je pense écrire une chose dans laquelle toute l'humanité, 3 milliards, participerait et où elle serait obligée de jouer. Mais la langue habituelle ne convient pas pour la chose, il va falloir pas à pas en créer une nouvelle. » Donc il va se lancer dans les langues, dans la nuit de l'étymologie, et créer des mots qui sont des possibles de langue. C'est-à-dire qu'ils ne contreviennent pas habituellement, voilà, de rares exceptions près, aux règles de la grammaire russe. 1903, il est étudiant en mathématiques à Kazan, participe à une manifestation, 1 mois de prison, dont il se souviendra en 1922. Участок Великой это место свидания меня и государства. Государство напоминает, что он все еще существует. Le poste de police, quelle chose admirable, c'est le lieu de rencontre entre moi et l'État. L'État rappelle qu'il continue encore à exister. Parce qu'il a réfléchi, comme certains, sur le temps et sur l'espace. Et il distingue entre les états de l'espace, ceux dans lesquels nous vivons, qu'il considère tous comme criminels, et il considère qu'il est temps, pour échapper à cette problématique, de construire l'état du temps. C'est pour ça que très tôt, vous avez cette histoire d'état. 1905, en Russie, c'est Tsushima. C'est un choc, puisque une petite puissance d'Extrême-Orient écrase militairement une grande puissance d'Occident, la Russie.
Et Khlebnikov a été secoué par cette chose, et il le dit lui-même, « Je voulus alors trouver une justification aux morts ». D'où son intérêt pour l'histoire et pour une recherche des rythmes, des pulsations des événements historiques. 1908, première publication, La tentation du pêcheur, qui est une relecture compressée et articulée par des mots valises fondés sur des archaïsmes de langue. Je vais vous lire un petit bout, direct en français. Vous vouliez entendre le mot, je pourrais le lire après. Et partout volaient des corbes, corps vidés, au regard de non-existence, et tout l'étang n'était qu'un creux dans l'épaisseur du vide. Et un corbe que silence volait de ci de là sur les sinistres champs dépeuplés, et fut la vérité mensongeantée, et se balançait des nostalgeuses au-dessus du lac des nostalgères, et fut le multiplieur mauvais de la forêt impénétrable, et dans les champs, terre pensée, l'épouvante se dressait, et le chant des arcs des meurtriers du mois. Le loup créateur de traces hurla, il avait vu un cerf ramure pléiade, et tout l'univers était le bec largement ouvert d'un corbeau, mais du visage de l'univers ne s'effaçait le sourire universel des forces, et le temps ne se lassait de tenir sous son bras une béquille noire. Décembre 1912, ce qu'on appelle le manifeste futuriste, pas manifeste mais peu importe, ça s'appelle la gifle au public, qu'il signe, sur certains points avec réticence. Les deux thèses, jeter par-dessus bord du vapeur de la modernité et les classiques, et créer la nouvelle beauté future du mot auto-valable, auto-tressé. Ça se termine en 13, on dit en réalité, parce que tout le monde est futuriste. Puis 14, c'est la guerre. Arrivent les deux temps de 17, février, octobre, la prise de pouvoir par les bolcheviks, et la guerre civile jusqu'en 21-22. Voilà. Alors pour la langue, dans laquelle il a plongé, il a un véritable programme de recherche, enfin quelque chose qui a à voir avec les sciences galiléennes. Son programme, trouver sans briser le cercle des racines, la pierre magique qui permettra de transformer tous les mots slaves les uns dans les autres, c'est-à-dire de fusionner les mots slaves librement, telle est mon attitude première à l'égard des mots. C'est le mot auto-tressé, samadhi, hors du quotidien et des usages courants. Considérant que les racines ne sont qu'un fantôme cachant les cordes de l'alphabet, trouver l'unité globale des langues du monde constituée de segments alphabétiques, telle est mon attitude seconde à l'égard du mot. C'est la voie qui mène au langage d'outrame universel. Bon, après, c'est la Révolution, qui était, pour lui en tout cas, désirée, mais telle qu'elle a été faite, il n'est pas sûr qu'elle ait satisfait à la demande, en tout cas pour lui. Vous l'entendrez dans quelques textes que je vais lire. Je passe sur ses errances, parce que c'est un poète errant, il n'a rien, il se promène à la fin de sa vie avec une thé d'oreiller dans laquelle il a ses manuscrits. Donc il parcourt l'espace Russie. Ça, bolchevique. Non, ça je passe. Alors, il y a des choses qu'il n'a pas digérées après la Révolution. La torture et les exécutions non publiques, pratiquées par la Tchéka, et l'exécution sans jugement de toute la famille impériale. Il a un court poème de 21, voilà ce qu'il dit. Могила царей Урал, где кровью царей руки свои заморал, эль этих лет, крикнув «Ура!» La tombe des tsars, l'Oural, où le L de ces années a souillé ses mains du sang des tsars en criant «Oura!». Alors le L, c'est très important pour lui, il a sémantisé ce qu'on appelle les phonèmes, les lettres, si vous voulez, pour faire simple,
Et le L, c'est le L de l'amour, parce qu'en français, amour commence pas par un L. Il n'a pas digéré non plus l'écrasement des prolétaires de Kronstadt, ni l'écrasement par les gaz et les armes des paysans insurgés des terres noires. Pour faire rapide et vous donner en gros l'essence de son œuvre, qui pour certains est considéré comme un ratage. Il y en a beaucoup qui considèrent que ce n'est pas de la poésie, parce que justement, il a fait comme Rimbaud, Mallarmé, Corbière et quelques autres, il a un peu abîmé, il a touché au vers, il a un peu abîmé le maître classique, pour ne pas dire plus, et surtout, il a pratiqué le vers libre, qui, jusqu'à une date récente, dans la poésie russe, est parfaitement honni. Donc, il a voulu donner à la Révolution une langue végétale et proliférante, toute de vitesse et de lumière, une langue de phonèmes, toute de consonnes transpercées d'espace, la langue de toutes les étoiles errantes, une langue stellaire, donc, langue inutile, puisque se situant là, où dans les bêtes périssent certaines belles possibilités, comme le dit de l'ost d'Igor, inséré dans un livre d'or lors de l'incendie de Moscou. La langue, toute cette trajectoire tourbillonnante dans la langue, cette langue serait, ou aurait pu être, la langue de la Révolution. Mais elle ne l'a pas été, parce que les professionnels des révolutions, de toujours murés dans leur savoir, ne l'ont pas entendu. Voix solitaire, toujours encore à lire, toujours encore à venir. Donc je vais vous lire quelques textes. J'ai combien de temps? 10 minutes? Alors le premier, il reprend un classique russe, c'est un poème de Lermontov, mais il en change complètement le sens. Je sors sur la route, enfin bon, et puis il parle avec Dieu, il y a les étoiles et tout ça. Donc chez Klemnikov, ça vient ça. Я вышел юношей один в глухую ночь, покрытый до земли тугими волосами. Кругом стояла ночь, и было одиноко. Хотелось друзей, хотелось себя. Я волосы зажег, бросался лоскутами колец и зажигал кругом себя. Зажег поля, деревья, и стало веселей. Горело Хлебниково поле, и огненный я пылала в темноте. Теперь я ухожу, зажегший волосами, и вместо я стояла мы. Иди, варяг суровый Нансен, неси закон и честь. Je suis sorti, adolescent solitaire, dans la nuit sourde, couvert jusqu'à la terre de cheveux raides. Tout autour se dressait la nuit, et on se sentait seul, et on avait envie d'amis, on avait envie de soi. J'ai allumé mes cheveux, me suis répandu en lambeaux de boucles, j'ai mis le feu autour de moi, j'ai allumé les champs, les arbres, et c'est devenu plus gai. Le champ de Klemnikov brûlait, et mon jeu en feu flamboyait dans l'obscurité. Maintenant, je m'en vais, cheveux en flammes, et à la place du je se dressait le nous. Va, Vareg sévère Nansen, porte loi et honneur. Nansen est un explorateur polaire qui a créé le passeport Nansen pour ce qu'on n'appelait pas encore les migrants. Баграми моров буду разбирать старостроение народов. Чернилами хворей буду исправлять черновик, человеческий листок рукописи. Ключами чум после пожара буду выбирать бревна из своих народов. Для нового сруба новой избы. Тонкой пилой чахотки буду вытачивать новые здания. Выпилю новый народ грубой пилой сыпняка. Выдерну гвозди из стен, чтобы рассыпался я, великий я, то надевающий песням ваше это солнце, то смотрящий через стекло слез собачонки.
Avec les crocs des épidémies, je démonterai le vieil édifice des peuples. Avec l'encre des maladies, je corrigerai le manuscrit, le feuillet humain du manuscrit. Avec les grappins des pestes après l'incendie, je choisirai les poutres et les pilotis des peuples pour la nouvelle charpente d'une nouvelle isba. Avec la scie fine de la phtisie, je façonnerai un nouveau bâtiment. Je scierai un nouveau peuple avec la scie grossière du typhus. J'arracherai les clous des murs pour que se délite le jeu, le grand jeu qui tantôt prend pour bague ce soleil vôtre, tantôt regarde à travers le verre des larmes d'un petit chien. В каждом громком слове, как в точном ударе рог оленя, мы можем узнать, кого оно насилует и пожирает, чьим молчанием питается. Вот слово «большевик». Под ним лежит звуковое молчание. Большевик. Большевик. Больше кого больше? Больше более воли. Вот кто молчит из-под слова «большевик», придавленный им к земле. Каждое слово опирается на молчание своего противника. Dans chaque mot tonnant, nous pouvons reconnaître, comme dans un boa repu, la corne d'un cerf, qui ce mot viole et avale, du silence de qui il se nourrit. Voici le mot bolchevique, sous lui le silence sonore bolchevique. Le bolchevique, c'est plus bolcho, plus que qui. Le vouch, c'est plus de vouloir libre. Sous le mot bolchevique, voilà celui qui se tait, écrasé par lui contre la terre. Chaque mot s'appuie sur le silence de son adversaire. В море море, точно чайка, чрезвычайка, то в подвале, в чердаке, то в гостиной, то в халупе, заковала большевистские горы труп. Точно чайка, чрезвычайка, то опустит лапы алые, в море смерти окунется, стонов смерти зачерпнет, то в простыни земляные обовьет тела усталые, трупы мертвых завернет, и подушкой черной глины успокоит мертвецов, и под ногти бледно-синие гвозди длинные ловет. Море плачет, море воет, мы прошли моря и степи, годы, мы мечтали о свободе, и свидетель наши дети, разве эти смерть и цепи, победители венок? Кто расскажет, кто поверит в горы трупов по утрам, где следы от мертвых ног, на кладбище, где гроба роет белая судьба? Кто узнает, кто поверит в новый овощ, новый плод, яблоко глазное? Ça plonge dans la mer de mort, comme un chouka, la tcheka, dans les caves, les greniers, les salons, les taudis, enchaînés, des montagnes de cadavres bolchevisés. Comme un chouka, la tcheka va jeter ses pattes pourpres, plonger dans la mer de mort, puiser les gémissements de mort, et serrera les corps fatigués dans des draps de terre, enveloppera les cadavres des morts, et apaisera les cadavres avec un oreiller d'argile noire, et enfoncera de longs clous sous les ongles cyanosés. La mer pleure, la mer hurle. Nous avons traversé les mers et les steppes, des années, nous avons rêvé de la liberté. Et nos enfants seront témoins. Cette mort et ces chaînes seraient la couronne du vainqueur. Qui racontera, qui croira aux montagnes de cadavres du matin quand ne restent que les traces des pieds dans les cimetières où le destin blanc creuse les fosses? Qui reconnaîtra, qui croira à ce nouveau légume, ce nouveau fruit, la prunelle de l'œil? Un extrait d'un long poème qui s'appelle Renversement à Vladivostok, qui avait été occupé par les Japonais. Et dans ce long poème, il y a un passage tout à fait nipponisant.
Черные сосны в снегу, черные сосны над морем, черные птицы на соснах. Это лестницы. Белое солнце, белое зарево, черного месяца нож – это глаза. Золотая бабочка присела на гребень высокий золотого потока, золотой волны. Это лицо, брызгами дерева, золотая волна золотого потопа сотнями брызг пела, набежала на кручу золотой пучины. Золотая бабочка тихо присела на ней отдохнуть на гребень морей золотой волны закипевшей. Это лицо, это учило синее море у золотого, как подниматься и падать, и закипать, и рассыпаться золотыми нитями, золотыми брызгами, золотыми кудрями золотого моря, золотыми брызгами таять на песке морском около раковин моря. Pain noir dans la neige, pain noir au-dessus de la mer, oiseaux noirs sur les pins, ce sont les cils. Soleil blanc, lueur blanche, fardeau de la lune noire, ce sont les yeux. Un papillon d'or s'est posé sur la crête haute du déluge d'or, de la vague d'or, c'est le visage. Un arbre sous les embruns. La vague d'or du déluge d'or a bouillonné de centaines de gouttelettes, a foncé sur la pique de l'abîme d'or. Le papillon d'or s'est doucement posé sur lui, se reposer, sur la crête d'or des mers de la vague bouillonnante. C'est le visage. C'est la mer azur qui apprenait auprès de l'or à se soulever, à retomber, à bouillonner, à se défaire en fil d'or, en gouttelettes d'or, en boucles d'or, de la mer d'or, fondre en gouttelettes d'or sur le sable marin, près des coquillages de la mer. Je vais terminer, si je retrouve mon texte. Je vais terminer par un texte qui m'est beaucoup, un poème qui m'est beaucoup Armand-Gatti. J'ai commencé par le français, je terminais sur le russe. Ça s'appelle Histrion solitaire. Juste un petit mot, j'ai traduit Tsarskoye Selo, ça ne s'appelait pas comme ça à son époque, mais par la ville des tsars, c'est l'étymologie populaire. En fait, c'est un mot finnois, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais la ville des tsars, donc Tsarskoye Selo, c'est la ville de la poésie, c'est Pouchkine, c'est Aniensky, c'est Goumilov. Et le poème Crypte, enfin il ne le lit pas, mais c'est un poème qu'il a écrit après l'exécution de Goumilov, qui était le mari d'Akhmatova, qui a été pris dans un complot monté de toutes pièces par la Tchéka. Donc ça s'appelle Histrion solitaire. Et pendant que sur la ville des tsars coulaient le chant et les larmes d'Akhmatova, moi, dévidant les chevaux de la magicienne, comme un cadavre somnolent, je me traînais dans le désert où l'impossibilité agonisait. Histrion, fatigué, fonçant, tête baissée. Et pendant ce temps, le front frisé du taureau souterrain dans des cavernes sombres mâchait et mangeait dans le sang les hommes, dans la fumée de menaces indécentes. Et enveloppé par le vouloir libre de la lune, comme un qui erre le soir dans un manteau de sommeil, en rêve je sautais au-dessus des abîmes et avançais de rocher en rocher. Aveugle, j'avançais jusqu'à ce que le vent de la liberté me fasse bouger et me frappe de sa pluie oblique. Et j'ai enlevé la tête de taureau des chairs et de l'os puissant, et je l'ai posée près du mur. Comme le guerrier de la vérité, je l'ai secoué au-dessus du monde. Regardez, la voilà. Voilà le front frisé pour lequel avant les foules brûlaient. Et avec horreur, j'ai compris que j'étais invisible à quiconque, qu'il fallait semer des yeux, que le semeur Dieu devait venir. Одинокий лицедей. И пока над царским селом лилось пение слез Ахматовой, я моток волшебницы разматывая, как сонный труп влачился по пустыне, где умирала невозможность.
усталый лицедей шагает направо. А между тем курчавое чело подземного быка в пещерах темных кроваво чавкало и кушало людей в дыму угроз нескромных. И волей месяца окутан, как в сонный плащ вечерний странник, во сне над пропастями прыгал и шел с утес на утес. Слепой я шел пока, меня свободный ветер двигал и бил косым дождем. И бычью головы я снял с могучих мяс и кости и у стены поставил. Как вой неистовый я ее потрясал над миром. Смотрите, вот она, вот то курчавое чело, которому пылали раньше толпы. И с ужасом я понял, что я никем не виден, что нужно сеять очи, что должен сеять очи идти.